D'abord, quels sont les formulaires? Donc, les formulaires, ce sont un outil qui permet de créer des questionnaires en ligne, de pouvoir les adresser par mail, de les intégrer dans d'autres outils, un site internet ou une autre application, et de pouvoir soit réaliser des enquêtes, soit l'utiliser en situation pédagogique pour réaliser des quiz ou des questionnaires d'évaluation. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ces formulaires, cet outil formulaire, il est lié au compte Google Éducation dont nous disposons. Donc, pour Alexandra, c'est effectivement le compte gretacfa-aquitaine.fr. Alors, pour vous, Emmanuel et Karine, si vous souhaitez utiliser cet outil, à la DAFPIC, nous avons aussi un domaine Google Éducation avec vos adresses dafpic-bordeaux.com. Est-ce que vous en avez chacune une ou pas encore? Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance, Karine, et Emmanuel non plus. Non, je crois pas. Bon, donc il faudra qu'on voit ça ensemble si vous voulez. Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes présente au bureau. Moi, j'y suis les lundis et mercredis. Donc, soit on peut se voir à ce moment-là, soit on prendra un temps au téléphone ou en visio pour qu'on vous équipe d'une adresse comme celle-ci qui vous permettra du coup d'utiliser cet outil dans un environnement professionnel là aussi et pas avec une adresse Gmail personnelle. D'accord ? Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est 5 points essentiels. Comment créer un formulaire, utiliser les fonctions d'édition et de création de questions, la possibilité ensuite de créer une correction automatisée, donc ça intéresse plutôt les formateurs en situation pédagogique, les différents paramétrages que l'on peut retrouver, et puis surtout comment on met à disposition ce formulaire ou ce questionnaire que l'on crée. Alors vous m'arrêtez dès que vous avez une question, qu'il y a quelque chose sur lequel je suis allé trop vite, n'hésitez pas, vous ouvrez votre micro et vous m'arrêtez directement. Alors, pour créer un formulaire, il y a plusieurs possibilités, plusieurs entrées. Alors, la première contrainte ou consigne, c'est d'abord, comme je le disais, de se connecter à votre compte Google Éducation, donc soit le compte Greta CFA Aquitaine pour Alexandra, soit les comptes d'AFPIC pour vous, Emmanuel et Karine. Donc, on s'y connecte directement comme on se connecte à son compte Gmail particulier. Donc là, je suis connecté, vous voyez en haut à droite, j'ai bien le témoin à mon compte ici, Paul R&D. Alors, plusieurs possibilités. Soit on passe par l'espace de stockage qui s'appelle le Drive. Donc, depuis son espace personnel de stockage, le Drive, on va venir créer un formulaire, puisqu'on a la possibilité dans cet espace de créer des documents. Soit on va passer directement par l'application formulaire. Enfin, il y a une dernière entrée pour les formateurs qui est de créer un formulaire depuis une autre application qui s'appelle Classroom. Et là, je renvoie tout le monde au webinaire qu'on a fait lundi dernier et aux tutos qui sont en ligne sur le site, effectivement, donc Classroom. Donc, nous, on va se concentrer sur soit depuis le Drive, soit depuis l'application. Donc, Pardon, je disais tout à l'heure que vous allez trouver l'ensemble des choses sur le site de la NFPIC. Effectivement, quand vous allez cliquer sur webinaire, vous avez revoir et tous les webinaires sont enregistrés, montés, c'est-à-dire qu'on va garder l'essentiel des webinaires pour ne pas, voilà, parfois il y a des choses qui ne sont pas très intéressantes, notamment les plantages de connexion. Et vous allez avoir par thématique tout le webinaire. Mais en face de cette thématique qui est proposée, vous avez toutes les ressources également. On fera un tour tout à l'heure en fin de webinaire. Donc, une fois qu'on est connecté à cette page d'accueil là de Google, on va utiliser donc ici cet ensemble de carrés noirs qu'on appelle le lanceur d'application. Donc, quand on ouvre ce lanceur d'application, on a accès à toute la série d'applications qui sont intégrées. Donc là, on retrouve, alors ils sont organisés différemment selon les habitudes des uns et des autres. On peut les déplacer, ces icônes à l'intérieur de ce lanceur. Donc, on retrouve ici l'accès au Drive. Et on retrouvera aussi un peu plus bas, normalement, ici, l'accès directement à l'application formulaire. Donc, on va voir les deux entrées qui finalement aboutissent au même résultat, mais ce sont deux chemins différents. Donc, première entrée, je me connecte à mon Drive. Donc, nous avons un Drive ici au pôle R&D qui commence à être bien rempli.
Et vous voyez que quand on est dans son Drive, donc ici je retrouve tous les dossiers que j'ai créés. Emmanuel s'était déconnecté. Oui, elle est revenue. Donc je disais, donc pour créer, on accède d'abord au Drive, donc premier chemin. Donc là, je retrouve tous les dossiers. Et on a un bouton ici nouveau dans le Drive qui permet de créer ou d'importer de nouveaux documents. Et vous voyez que quand on clique sur ce bouton nouveau, je vais retrouver ici la possibilité de créer des documents à partir de la suite bureautique qui est intégrée dans ces comptes. Donc le traitement de texte, le tableur, l'outil de présentation et l'outil formulaire que l'on retrouve ici. Donc deux possibilités, soit vous cliquez directement ici quand vous êtes dans ce qu'on appelle la racine du Drive, donc on est sur le répertoire principal, on va dire, le grand tiroir de votre Drive, soit vous allez vous positionner directement dans un dossier pour ranger directement et créer le document spécifique dans ce dossier. Donc par exemple, moi je vais utiliser, on a voilà, notre dossier continuité pédagogique. Je vais dans les sous-dossiers, nous sommes dans la phase 4 pour vous. J'ai ici un dossier sur ce webinaire numéro 8 consacré au formulaire. J'ai déjà des documents. Et si je veux créer ici un formulaire, je vais cliquer sur Nouveau et cliquer ici sur Google Forms. D'accord? Donc ça, c'est le premier chemin. Ce qui est intéressant avec ce chemin dans le Drive, c'est qu'on peut effectivement directement organiser et ranger, archiver ce document à l'endroit où on souhaite le retrouver ensuite dans son arborescence. Donc de la même manière, j'aurais pu, je vous l'ai dit tout à l'heure, prendre un autre chemin, donc toujours par le lanceur d'application, aller ici ouvrir l'application formulaire. Alors je vais l'ouvrir dans un onglet, dans un deuxième onglet pour qu'on voit bien la différence entre les deux parties. Donc là, j'ouvre formulaire dans un autre onglet ici, et donc j'arrive sur la page d'accueil des formulaires. Donc en fait, ici je retrouve tous les fichiers identiques, c'est-à-dire tous les fichiers créés tous les formulaires créés, pardon, j'y arrive. Donc ça permet de retrouver tous ces éléments de manière spécifique, et on a accès ici, quand on veut créer un formulaire, à soit un document vide, on part de zéro, hein, ça vous avez l'habitude, hein, quand on crée des documents avec la suite Microsoft Office, Word, etc., on peut partir d'un document vide, ou on peut avoir accès à une galerie de modèles. Alors, elle est beaucoup moins riche que ce qu'on peut trouver sur Word ou d'autres éléments. Sachez quand même que vous pouvez cliquer. Ici, c'est dans Général. Donc voilà, on va retrouver une série de formulaires qui sont proposés donc en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc ça vous donne quelques fichiers qui sont déjà pré-organisés, que vous n'avez plus qu'à modifier. Mais vous allez voir que c'est très simple à mettre en œuvre, donc c'est pas forcément nécessaire de faire ça. Donc juste pour information, on va pas avoir le temps de se consacrer à tous les détails, mais vous voyez que dans cette galerie de modèles, j'ai aussi une galerie là qui s'appelle Espace numérique de formation, donc qui correspond à nos domaines Google. C'est-à-dire qu'on peut aussi créer des modèles que l'on va enregistrer. Si vous êtes amené à réutiliser souvent le même type de formulaire, vous pouvez créer un modèle et au lieu de recommencer à zéro à chaque fois, vous pouvez aller utiliser un modèle. Mais bon, voilà, il y a d'autres astuces, puisqu'on peut faire des copies, etc., etc. On verra tout ça en détail. Donc les deux cheminements, soit directement depuis le Drive, je vais me positionner dans le dossier qui m'intéresse et je crée le formulaire dans ce dossier, soit depuis l'application formulaire, et là je crée un formulaire, mais donc par défaut, il ne sera pas rangé, il viendra se ranger dans le grand tiroir de votre Drive au départ. Si vous le créez depuis ici, il faudra ensuite éventuellement aller le classer dans un second temps. Donc voilà pour la partie simplement de création. Donc c'est deux entrées principales, plus la troisième dans le Classroom, mais qui ne vous concerne pas forcément si vous n'êtes pas utilisatrice. Alors, si je passe par mon Drive, je vois ici, donc je retrouve les mêmes possibilités dans Google Forms, donc j'ai une petite flèche, et voilà. Donc comme quand on passe par l'application, il me repropose de partir d'un modèle ou d'un formulaire vierge. Donc je retrouve ces deux possibilités, nous allons partir d'un formulaire vierge. Donc je clique. Comme je suis dans un dossier partagé, j'ai déjà cette alerte qui me demande si je maintiens le partage de ce document comme tous les autres éléments. Et nous voici donc dans l'interface de création
du formulaire. Donc, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Alors, dans un premier temps, ce qui peut être le plus opportun, c'est, par défaut, bien sûr, ces formulaires n'ont pas de titre, donc c'est de donner un titre, hein, de manière à vous y retrouver et ne pas confondre les formulaires, parce que sinon, après, dans votre drive, vous allez avoir toute une série de formulaires sans titre, et pour vous y retrouver, c'est moins évident. Donc, on donne un titre à ce formulaire. Donc, ici, vous saisissez et vous validez, tapant sur Entrée ou non. Donc, vous voyez que le titre proposé vient s'afficher en haut ici de l'édition. Et en dessous, on peut ajouter ici une description. C'est-à-dire qu'on va donner à la personne, aux personnes qui vont participer, qui vont utiliser ce questionnaire en ligne ensuite, on leur donne des indications sur l'objet. Alors, soit vous êtes en train de faire une enquête de satisfaction, de faire un questionnaire d'évaluation. Donc là, ça permet de venir préciser ce qui est attendu. Et au-delà de cette description, donc je vais d'abord vous orienter un petit peu sur les différentes parties. Donc, on avait ici, en haut à gauche de l'écran, le titre, un accès ici pour déplacer le dossier, pour l'organiser dans le Drive. Ici, on a différents éléments, on verra ensuite, de paramétrage, de personnalisation du thème, c'est-à-dire de modifier les logos, le fond, la couleur, etc. Ici, le bouton envoyer qui permettra de définir les modalités de mise à disposition du formulaire. En dessous, dans la page principale, on a deux volets. Un onglet qui concerne l'édition des questions et un volet réponse, alors qui peut être mal interprété. C'est pas l'endroit où on vient proposer des réponses aux questions que l'on pose, c'est l'endroit où on réceptionne les formulaires qui ont été renseignés, les questionnaires qui ont été renseignés par les participants. Et ce menu latéral là sur le côté où on va pouvoir éditer les questions. Et donc voilà, je voulais vous faire un petit focus. Là, vous voyez en haut, là, au milieu des paramètres, on a un petit œil. Et cet œil, en fait, permet d'avoir un aperçu au fur et à mesure de ce à quoi va ressembler votre questionnaire en ligne. Donc, ça vous permet, quand vous êtes en termes d'édition, d'avoir une lisibilité, de vous rendre compte de la forme que va prendre ce questionnaire pour les participants. Donc, quand on clique dessus, vous voyez ici, si je clique sur l'œil, ça va. Donc, je vais fermer pendant cet onglet. Je vais ouvrir un autre onglet. Donc, voilà la page à laquelle accéderont les participants au questionnaire. Donc, au fur et à mesure, on verra toutes les modifications s'afficher en direct. Alors, juste pour info, donc on va jongler en fait entre ces deux onglets. Hein. C'est pas la peine après de les réouvrir plusieurs fois. Donc, je reviens, une fois que j'ai vu ce à quoi ressemblaient mes modifications, je reviens en mode édition. Je rebascule sur l'autre onglet. Ici, si je veux modifier ma description, donc je mets destiné aux stagiaires du Greta CFA, par exemple. Donc là, on aurait dû préciser, bien sûr, les éléments de contexte. Vous voyez, j'ai pas besoin de recliquer sur l'œil, là. Une fois que je l'ai ouvert une fois, ça sert à rien de le... Sinon, vous allez ouvrir 10 onglets à chaque fois, enfin un onglet supplémentaire à chaque fois que vous cliquez. Je bascule sur le mode édition et simplement, je rafraîchis la page. Vous voyez, avec la petite flèche en haut. J'actualise cette page et vous voyez de suite que les modifications sont prises en compte. Donc cet outil d'aperçu, il est important. Vous verrez, ça permet de se rendre compte de ce que l'on fait au fur et à mesure et de la construction progressive de ce questionnaire. Donc on va s'attarder au fur et à mesure sur les différentes parties. Donc on va se concentrer maintenant qu'on a donné un titre et une description à notre formulaire. On va voir comment on crée les questions au fur et à mesure. Alors, vous voyez, chaque question que l'on va créer se matérialise par un petit bloc, une petite fenêtre, ici. Et on ajoute des fenêtres avec le bouton « plus » ici, qui permet d'ajouter une question. Donc, à chaque fois que je vais cliquer sur « plus », je vais ajouter un nouveau bloc. D'accord? Et on peut naviguer ainsi de bloc en bloc. On va voir après comment on les remplit. Si je crée encore un autre bloc, bon, selon où je me positionne, il va se mettre juste en dessous, en fait. Donc, si je me mets ici, je vais en créer un troisième, voilà, qui se met en deuxième position. Donc, vous pouvez créer vos blocs de questions au fur et à mesure, et ces blocs, après, sont interchangeables. C'est-à-dire que finalement, si j'ai mis,
pour l'instant, on n'a rien, mais si cette question que je crée en numéro 3, je me rends compte qu'elle sera plus opportune en première position, je peux, avec, vous voyez, ces 6 petits points qu'on retrouve en haut du bloc, on se positionne dessus, il y a une croix, je clique, je maintiens enfoncé le clic et je le déplace. Voilà, je le ramène en première position. Donc voilà, on crée des blocs et on peut modifier la position de ces blocs dans le formulaire au fur et à mesure. Alors, une fois qu'on a créé un ou plusieurs blocs, on va pouvoir venir maintenant rédiger nos questions. Alors, ici, on retrouve l'outil d'édition de la question. Donc, on va rédiger une première question. Alors, je n'ai pas préparé d'éléments, mais on peut mettre, j'aime bien me ramener toujours à des questions de géographie. Donc, citer parmi ces 3 propositions le pays africain, on va dire. Alors, là déjà, bien sûr, la question que je pose induit une typologie de réponse. Ici, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle un menu déroulant sur la droite, là. Et ici, c'est dans ce menu déroulant qu'on va pouvoir venir choisir, en fait, le type de réponse qui est attendu. Et donc, par effet ricochet, en fait, ça détermine aussi le type de question que l'on pose. Donc, si je clique sur ce menu déroulant, voilà, on retrouve l'ensemble du panel de questions que l'on peut poser. Alors, il y a des possibilités de réponse qui amènent une réponse texte, une traduction écrite, donc soit une réponse courte ou un paragraphe. Donc, bien entendu, la nuance est qu'on a une zone plus ou moins importante de saisie possible pour le stagiaire. Ensuite, ici, on a ce qui se rapporte plus à des QCM, c'est-à-dire qu'on va avoir des choix multiples, cases à cocher, liste déroulante, on va voir la différence entre les 3, et d'autres possibilités. Alors, on va les balayer une par une. Alors, pour utiliser les fonctionnalités test, alors je vais jongler avec ma deuxième question ici. Alors, généralement, on verra que ce qui est important, c'est de toujours pouvoir identifier les personnes qui vont participer à votre questionnaire, à moins que ce soit une enquête anonyme. Mais généralement, dans les utilisations qu'on en a, nous, au sein du Greta ou de la DAFPIC, vous serez amené à avoir des questionnaires qui ne sont pas anonymes. Donc, il est important de pouvoir savoir qui a répondu quoi. Donc, généralement, on a pour habitude de systématiquement commencer les questionnaires par 2 questions simples. D'abord, donner votre nom. Donc, quel est votre nom? Et donc, j'associe à ceci une réponse courte. Et je vais dans un deuxième bloc en dessous dire quel est votre prénom? Et là aussi, j'associe une réponse courte. Donc, on peut définir que ça va être mes 2 questions. Donc, je commence du coup à organiser. Donc, la première question de mon évaluation, je vais la glisser maintenant en 3e position. Donc, voici mes 2 premières questions. Donc, si je jongle avec, si je bascule sur mon outil d'aperçu, hein, comme on avait vu tout à l'heure, je clique sur ce nouvel onglet, je rafraîchis la page, et voilà, je retrouve ici dans l'ordre proposé les questions. Donc, le stagiaire devra venir ici saisir son nom, saisir son prénom, et ensuite répondre aux questions. Je reviens dans le mode édition. Alors, dans ces fonctionnalités d'édition de la question, il y a un bouton qui est important en bas, là, c'est ce bouton obligatoire. En fait, il permet de rendre, donc comme son nom l'indique, obligatoire la réponse à certaines questions. Alors, c'est important, pourquoi? Parce que ça signifie qu'un participant, si vous avez indiqué des champs obligatoires, hein, c'est comme quand vous remplissez un formulaire en ligne sur des sites de commerce en ligne ou des choses comme ça, on vous demande de renseigner un certain nombre d'éléments, et il y a toujours des champs obligatoires. Si vous ne les avez pas remplis, vous ne pouvez pas valider votre inscription en ligne. Mais là, de la même manière, si vous avez indiqué des questions obligatoires, le participant ne pourra pas renvoyer son questionnaire ou les réponses à son questionnaire tant qu'il n'aura pas validé un choix pour toutes les réponses obligatoires. Donc, si c'est important pour nous de récupérer le nom et le prénom, eh bien, je vais rendre ces 2 questions obligatoires. Donc, j'active ce bouton, hein, on clique dessus simplement, et vous allez voir que dans le mode aperçu, la petite nuance, vous voyez ici, on a nom, prénom, il n'y a rien. Quand maintenant, j'actualise, voilà. Étoile, j'ai une légende qui indique que
les questions précédées ou associées à une étoile sont obligatoires, et donc je retrouve cette étoile en face de nom et prénom. Donc, quand on n'a pas répondu, si j'ai pas répondu ici, je réponds à cette question, je mets mon prénom, mais je n'ai pas mis mon nom. Là, je suis en mode stagiaire. Si je clique sur envoyer, non, je peux pas le faire. D'accord? Donc cet outil-là de questions obligatoires, il est important à connaître et à utiliser. Donc voilà pour la réponse courte. Je modifie simplement pour montrer la différence. Si j'avais indiqué un paragraphe, je jongle de l'autre côté avec le prénom. Au lieu d'avoir, pardon, je n'ai pas actualisé. Vous voyez qu'ici, la ligne, là, la ligne s'arrête ici. Là, la ligne est plus longue et en fait, on peut saisir des paragraphes et des paragraphes. On peut augmenter. Donc là, ça permet d'avoir une réponse texte assez longue. Donc, voilà pour les deux premiers outils. Alors, important pour, je ne sais pas, Emmanuel et Karine, en quels termes vous allez, dans quelle situation vous pouvez utiliser ces formulaires. Pour Alexandra, quoi qu'il en soit, alors attention, quand ce sont des formateurs ou pas des formateurs qui vont nous écouter en replay, ici, ce sont ce qu'on appelle dans les outils d'édition de quiz ou de questionnaire des questions ouvertes. C'est-à-dire que le stagiaire, il ne fait pas un choix parmi des éléments, il vient répondre librement. Donc, il faut se souvenir que quand on crée des questions comme ça, ouvertes, ça complique assez, ça rend voire impossible une correction automatisée. Puisque même si on pose une question et qu'il faut donner un mot-clé, par exemple, citer un mot-clé du texte que vous venez de lire, si le mot-clé que vous proposez à identifier était questionnaire, par exemple, alors là aussi, on va avoir toutes les difficultés à pouvoir respecter ce qu'on appelle la case. C'est-à-dire que si vous dites que la bonne réponse est questionnaire avec Q majuscule et que vous écrivez le reste du mot en minuscule, s'il y a une faute d'orthographe, s'il y a la majuscule qui n'est pas respectée, etc., ça devient compliqué de pouvoir, enfin, l'outil de correction automatique rejettera tout ce qui est mal orthographié ou s'il y a une coquille dans le mot, un espace entre eux. Donc, c'est à manier avec parcimonie en mode d'évaluation, parce que sinon, ça nécessite forcément d'avoir une lecture, une correction manuelle, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut aller ouvrir les questionnaires et lire ce qu'ont répondu les stagiaires pour pouvoir les évaluer. Donc voilà pour les deux premières types de réponses, réponse courte ou le texte. Ensuite, donc si je bascule sur ma troisième question, citer parmi ces trois propositions un pays africain, plutôt que le pays africain, bon, peu importe. Alors, je vous ai dit qu'on a choix multiples, cases à cocher ou liste déroulante. Alors, la liste déroulante, ben, c'est ce que vous avez sous les yeux là, d'accord? C'est un menu où on a plusieurs possibilités de réponse et on vient sélectionner dans ce menu celle que l'on souhaite proposer. Alors ça peut être utile effectivement, mais quand on a une longue série d'items ou de choix possibles, et donc ça permet de pas avoir un bloc qui soit trop long et de pouvoir juste afficher cette liste déroulante et de venir cocher là-dessus. Alors après, il y a une différence qui est importante entre ces deux et qui est liée, alors le point de repère, ça va être plutôt l'icône qui est associée. Alors, est-ce que parmi vous trois, là, déjà, il y en a qui ont déjà utilisé, qui connaissent la différence entre ce qu'on appelle des choix multiples, des cases à cocher, c'est-à-dire dans le questionnaire, quand on a un symbole qui est un cercle, qui est un carré avec une coche? Ça vous dit quelque chose ou pas? Non. Non. Alors, la différence, c'est que si j'utilise choix multiples, alors, le vocabulaire est équivoque en plus, mais on va dire le cercle pour avoir un bon point de repère. Donc ici, je vais mettre une première possibilité de réponse. Donc je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre le Vietnam. Je vais ajouter une autre option. Donc pour mettre plusieurs possibilités de réponse, on vient ici ajouter d'autres options. Donc je clique, je me positionne ici, je rajoute le Burkina Faso. Et j'ajoute une troisième proposition, puisque j'ai parlé de trois propositions, je mets le Chili. Alors là, j'ai choix multiples. Alors choix multiples, ça veut dire que
en fait, j'attends la personne qui va répondre ne peut faire qu'un choix parmi les 3 propositions. D'accord? Quand on a des ronds, il y a une seule réponse attendue et on ne peut cocher qu'une des réponses prévues. Le stagiaire ne pourra cocher qu'une des réponses prévues. Si je choisis l'option cases à cocher, ici, vous voyez, ça ne change rien à mes propositions de réponse, mais je pourrais avoir, en fait, attendre une ou plusieurs bonnes réponses. Donc, quand il y a ces carrés, ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités de réponse. Je peux cocher une ou plusieurs cases. Quand on a des ronds, il n'y a qu'une seule case à cocher. Donc, c'est la nuance entre ces 2 types de choix multiples. Donc là aussi, ça fait partie des décisions que vous prenez dans la création des questionnaires. Soit vous proposez un seul item, soit il y a plusieurs items à sélectionner éventuellement dans cette liste. Donc, vous faites ce choix-là, donc dans le menu, choix multiples, cases à cocher, ou éventuellement la liste déroulante. Et donc, vous saisissez autant que vous le souhaitez d'options. On n'est pas limité dans le nombre d'options. Alors, attention, cependant, vous voyez, ici, on a une petite nuance, il y a écrit « Ajouter autre ». Alors, on va regarder ensemble ce que ça fait. Ici, j'ai mes 3 questions. J'ai terminé d'éditer, je bascule sur le menu Aperçu. Je rafraîchis ma page. Voilà, donc j'ai bien ces 3 propositions de réponse et je peux venir sélectionner une réponse. Vous voyez, à chaque fois, je bascule dans l'une ou l'autre. Si je reviens en mode édition, j'ajoute autre, en fait, ça ne va pas ajouter une autre possibilité de réponse. Vous voyez, autre, voilà ce que ça change. Ça signifie que je laisse un champ de saisie libre. Donc, soit vous choisissez Vietnam, Burkina Faso, Chili, ou alors vous pouvez cocher autre, et par contre, il faut venir saisir un élément. Donc, quand on propose une autre proposition, c'est-à-dire qu'on laisse la possibilité aux participants d'avoir une réponse plus personnalisée. Alors, en termes d'évaluation, ce n'est pas forcément le cas, et souvent dans les enquêtes, effectivement, vous dites choisissez tel élément, vous n'êtes pas satisfait de la formation pour telle raison, telle raison, telle raison, ou indiquer un autre motif. Donc là, ça peut avoir du sens d'utiliser cet outil autre qui vient compléter les items que vous proposez dans votre question. Alors, donc on a vu ces choix multiples que l'on peut proposer. Donc on peut toujours venir les modifier, vous recliquez dessus pour saisir. Si vous vous rendez compte que finalement il y a une proposition qui ne vous intéresse pas, vous voyez qu'en bout de ligne on a des croix. Donc ici, autre, je n'ai pas envie de la laisser, donc je clique sur la croix en bout de ligne ici et je supprime cette proposition. D'accord? Vous pouvez en ajouter d'autres, etc. Donc voilà pour les possibilités d'édition de ces choix multiples. Je vais créer une autre question pour qu'on voit les autres éléments. Donc on a vu le menu déroulant. Donc ici, on a la possibilité d'importer un fichier. Alors ça veut dire que vous pouvez laisser la possibilité aux participants de télécharger ou de téléverser un document. Par exemple, vous distribuez une enquête pour une inscription à une formation et vous demandez aux personnes qui se positionnent pour éventuellement participer à cette formation d'associer un CV à ce document. Alors ça fonctionne, ceci dit, à la limite près que ça fonctionne uniquement avec les comptes Google, puisque en fait cette importation de fichiers se fait, c'est pas une pièce jointe que l'on adosse, c'est un document qui est intégré dans le Drive. Donc voilà, vous savez que ça existe, mais ça ne peut fonctionner qu'avec des utilisateurs qui ont un compte Gmail et qui pourront donc du coup importer un fichier depuis le Drive. Donc là, quand on l'utilise au sein du Greta CFA, quand on l'utilise au sein du domaine se former en ligne pour les stagiaires, on peut utiliser cette possibilité. Si vous l'utilisez avec des personnes externes à nos réseaux, attention, voilà, ça peut fonctionner, mais uniquement avec une adresse Gmail. Donc c'est à manier avec précaution. Ensuite, on a la possibilité ici de créer. Alors, pardon, je ne vais pas cliquer. On peut donc, voilà, autoriser ces personnes qui répondent à importer des fichiers dans le Drive. Donc, on peut continuer. Donc voilà, on peut ensuite paramétrer le type de fichier que l'on va proposer, le nombre maximum de fichiers, et paramétrer aussi la taille des fichiers qui sont autorisés. D'accord? Voilà pour ces éléments. C'est peut-être pas l'outil que vous allez mobiliser
le plus, mais bon, vous en connaissez la possibilité. Enfin, donc j'ajoute une autre question. Je bascule ici, donc on a cet ajout de fichier. Donc, pardon, je vous le montre jusqu'au bout. Je vais faire les choses correctement. Donc, pour le stagiaire, ça se matérialise avec ici la possibilité de venir cliquer pour ajouter un fichier. Donc, ça le renvoie vers son drive et il vient sélectionner un fichier dans son drive. Ou alors, il va le chercher sur son PC ou sur sa clé USB, mais il passe toujours par l'import dans le drive. Donc, si là, on a la possibilité d'aller sélectionner un document en dur sur un PC ou sur une clé USB, il va quand même passer par l'étape du drive. Donc, s'il n'a pas un compte Gmail avec un drive associé, il ne pourra pas faire cette manipulation. Donc ensuite, des échelles linéaires. Alors, si j'active cette possibilité, eh bien en fait, voilà, on va pouvoir créer une échelle de 1 à 5, par exemple, où on peut modifier. Donc c'est ce que vous trouvez typiquement dans les questionnaires d'évaluation, hein, donc de satisfaction d'une formation. De 1, c'est pleinement très satisfait. On va avoir moyennement satisfait, etc., etc. Donc vous pouvez utiliser ces éléments pour construire une échelle linéaire. Et donc, on va venir, le stagiaire va venir après cocher le, le nombre qui correspond à la valeur qui correspond à son état. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on retrouve dans les évaluations de type satisfaction. Et ensuite, alors ça, c'est intéressant, on peut retrouver ce qu'on a donc des grilles à choix multiples ou des grilles de cases à cocher. Donc la différence là est toujours la même. Alors, on va partir sur une grille de choix multiples. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir réaliser l'équivalent de tableaux avec des lignes et des colonnes. Et en fait, on va pouvoir du coup multiplier dans un seul bloc, dans une seule question, on va pouvoir évaluer plusieurs éléments. Donc tout à l'heure, je prenais l'exemple là d'identifier des pays. Donc on pourrait imaginer le même exercice où je vais avoir en fait sur une ligne pardon, des colonnes. On imagine que je crée un tableau. Donc, je vais avoir une colonne qui correspond à mes 5 colonnes qui correspondent à mes continents. Donc, par exemple, je vais avoir une première colonne qui correspond à l'Afrique, une deuxième à l'Asie, une troisième à l'Amérique, une quatrième à l'Europe, une cinquième à l'Océanie, si je n'ai pas dit de bêtises. Donc, ici, j'ai créé 5 colonnes. Et ici, je vais avoir une première ligne. Et je vais mettre des noms de pays. Donc, je vais mettre l'Espagne. Je vais mettre le Congo. Je vais mettre ici le Pérou. Je vais mettre la Chine. Je vais mettre l'Australie. Donc, je renseigne des lignes et je renseigne des colonnes. Donc là, effectivement, c'est important aussi de se repérer dans ce qu'on fait. Donc, si je bascule toujours sur mon outil d'aperçu, donc voilà. Donc là, j'ai créé une liste de pays. Là, j'ai une liste de continents. Donc, la consigne que je vais donner pour cette opération, ça va dire de citer pour chaque pays proposé à quel continent il appartient. Donc là, le stagiaire va venir cocher le pays le continent auquel appartient chaque pays. Et donc là, j'ai mis une grille de choix multiples. Donc à chaque fois, je n'ai par ligne qu'une seule possibilité de réponse. Donc si je modifie pour créer un peu plus de confusion, ou si j'ai des pays, si on avait inversé, avoir un continent et avoir des pays dans des colonnes, du coup, on peut avoir un pays qui se retrouve plusieurs fois dans la même ligne. Je retrouve mes cases à cocher, j'actualise. Et ici, je peux venir, donc du coup, cocher éventuellement, vous voyez, plusieurs options sur une même ligne. D'accord? Donc cet outil, il est intéressant pour avoir comme ça, on peut créer des grilles d'évaluation comme ci, comme ça, de satisfait à satisfait avec différents items. Donc voilà l'utilisation qu'on peut faire de ces grilles de cases à cocher. Et enfin,
on peut créer, comme vous l'avez fait, c'est ce que vous avez fait quand vous êtes inscrite au webinaire, on peut utiliser des questions pour lesquelles on va venir choisir une date ou une heure dans un choix, donc soit pour une réunion, soit pour participer, à s'inscrire à quelque chose. Donc on peut avoir un calendrier qui s'intègre, le stagiaire va venir faire une proposition de date et une proposition d'horaire associée ou non. Donc voilà pour les différents menus et typologies de questions qu'on peut utiliser. Ça va, c'est clair pour vous toutes, hein, n'hésitez pas à m'interrompre. Tout va bien. Je dis oui, pardon, Emmanuel qui avait décroché un petit moment, ça va? Oui, ça va. Bon. Alors, on a vu donc associer à chaque question ces différents menus. Alors, si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc là, on a utilisé pour l'instant que les fonctionnalités texte. C'est-à-dire qu'on a intégré que du texte dans à la fois nos questions ou nos possibilités de réponse. Donc, vous voyez qu'en fait, en face de chaque ligne, chaque item de proposition de réponse, on a cette petite icône qui correspond à une image. Et j'ai ici aussi cette icône qui correspond à une image. Ça signifie en fait qu'au lieu simplement d'avoir du texte, on peut rendre un peu plus ludique nos questionnaires en intégrant soit une image qui est associée à la question, soit en fait en proposant dans les choix de réponse simplement des images. Donc si je crée une question, on va dire identifier parmi ces légumes les carottes. Donc, je peux ici venir associer une image. Donc, pour ajouter une image, il faut cliquer donc, sur cette icône. Hein, la manipulation est la même, quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc, soit on a une image directement dans son PC, on va la chercher. Soit on connaît déjà une image en ligne. Soit on a des photos. Donc là, tout ça, c'est dans votre Drive. Là aussi, on a un accès à notre Drive où on peut faire directement une recherche d'images ici à partir de Google. Donc je vais saisir carotte. Voilà, il me propose toute une série d'images. Donc je vais en choisir une. Je prends celle-ci, je la sélectionne et je l'insère. Voilà. Donc en option 1, dans les possibilités de réponse, j'aurai carotte. Donc si je veux ajouter une autre option, pareil, comme je leur donne un choix parmi les images, je vais refaire une autre image. Je vais mettre ici des brocolis. Voilà, donc je prends un brocoli, je sélectionne celui-ci, je l'insère. Donc en option 2, j'ai mes brocolis. J'ajoute une autre option, pareil, une image. Alors là, je complexifie la tâche, je vais mettre du pané. Voilà, pour pouvoir. Hop. Et voilà mes 3 questions. Si je bascule sur le mode édition, je rafraîchis. Et donc voilà, identifier parmi ces légumes les carottes, et donc vous pouvez aller cocher. Donc on retrouve le texte option 1, option 2, option 3. Donc ce texte, vous pouvez soit l'enlever, hein, soit le modifier à votre guise. Donc ça permet effectivement d'avoir des questionnaires qui rompent un peu la monotonie des questions qui s'enchaînent, ça surtout en termes de pédagogie, d'avoir des possibilités comme ça de réponse. Et de la même manière, pour reprendre un célèbre exemple que je dois à un monsieur qui s'appelle Elias Baza, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Commence à avoir faim avec ses carottes et ses panais. Donc j'aurais pu dire, voilà, je vous mets la photo de la grand-mère de Napoléon, c'est ça, hein? Donc, je ne sais pas si on va la trouver, la grand-mère de Napoléon. Non, tu ne la trouveras pas, je l'ai bien cherché. Je l'ai déjà cherché, alors je vais prendre Napoléon, simplement. Napoléon Bonaparte. Donc, je fais une recherche d'image. Alors, voilà, celle-ci, peut-être qui est plus représentative avec son
son célèbre chapeau. Donc, je peux intégrer dans ma question cette image. Alors là, elle va arriver, voilà, un petit peu grande. Donc, vous voyez, ici, on a ces 3 petits points. Chaque fois qu'on retrouve ces 3 petits points, c'est que vous avez quelque chose derrière. Donc, ça permet de pouvoir venir centrer l'image, de la modifier. Ou si je clique dessus, voilà, vous voyez, quand je double-clique, je vais pouvoir la redimensionner de manière à ce qu'elle prenne moins de place. Donc, je la redimensionne. Donc, j'ai cliqué dessus, on a ce cadre bleu, je redimensionne. Et ensuite, si je veux, avec les 3 petits points, je peux venir la centrer, la modifier. Et donc, ma question pourrait être de quel est ce personnage? Et en dessus, effectivement, on pourrait mettre César, Napoléon, etc., etc. Et donc là, de la même manière, au lieu d'avoir les images dans les propositions de réponse, on a cette image qui s'intègre sous la question, et ensuite on vient cocher. Donc voilà, cette possibilité de créer donc, dans ces outils d'édition des questions, on retrouve donc là, dans chaque bloc, la rédaction de la question, à laquelle on peut associer une image, le choix du type de réponse qui va être attendu, hein, donc avec ce menu déroulant, avec toutes les options que l'on a vues. En dessous, quand c'est nécessaire, les items que vous proposez, les propositions de réponse, et on a vu après qu'on pouvait rendre obligatoire chaque question. D'accord? Donc ça, c'est pour les bases de l'édition de ces documents. Alors, pour vous éviter, si parfois, quand on fait des questionnaires qui sont un peu répétitifs, on va avoir parfois plusieurs fois la même typologie de questions. Donc ici, je pourrais avoir cité parmi ces 3 propositions le pays africain, je pourrais avoir derrière le pays asiatique, le pays américain. Donc je vais refaire la même question. Donc au lieu de ressaisir à chaque fois tous ces éléments, vous voyez qu'on a la possibilité ici, dans chaque question, de pouvoir la dupliquer. C'est-à-dire qu'en fait, il va créer une nouvelle question absolument identique. Donc si j'ai considéré qu'elle est obligatoire, elle sera obligatoire, elle va reprendre les mêmes caractéristiques. Donc je la copie. Vous voyez, juste en dessous, j'ai les mêmes éléments, et donc j'ai plus qu'à venir modifier les parties qui diffèrent, et de pouvoir en fait enchaîner comme ça cette possibilité. Donc, vous avez cet outil de copie qui est important, qui vous permet de tout choisir. Et alors là aussi, comme le temps passe vite, on va peut-être pas avoir le temps de tout explorer, mais sachez que il y a quand même des possibilités, hein, et tous ces éléments plus détaillés, ils sont présentés dans les tutos, là, la page avec les tutos que vous a indiqué Elias en début de webinaire. Ensuite, on a aussi des possibilités en fonction du choix qu'on a finalisé, de pouvoir ici adapter en fonction de la typologie de questions qu'on a choisie. Il y a des options complémentaires. Alors, on va revenir sur cette section. Alors, soit on peut modifier les options, c'est-à-dire qu'il va venir mouliner un petit peu les possibilités de réponse à chaque fois, elles seront différentes. Ici, accéder à une section, ça permet, on va en parler après, de pouvoir, en fait, en fonction de la réponse, on va pouvoir aiguiller le stagiaire vers une question en particulier. S'il a répondu A, on va le renvoyer à la question 1. S'il répond A, on l'envoie après dans notre questionnaire à la question 6, par exemple. Par contre, à la question 1, s'il a répondu B, on le laisse continuer la question 2, 3, 4, 5. C'est un peu ce qui se passe lorsqu'on fait des tests de niveau en langue. C'est des questionnaires qu'on appelle auto-adaptatifs, c'est-à-dire qu'en fonction de la réponse que vous proposez, il vous renvoie vers une série de questions qui va être du même niveau, d'un niveau inférieur ou d'un niveau supérieur, ou quand on fait des positionnements dans notre outil. Donc ça permet effectivement, cet outil, de scénariser les questionnaires et de pouvoir faire des choses assez complexes et alambiquées. Donc ça, c'est pour les choix multiples. Quand on est sur les noms, validation de réponse, donc oui, on peut intégrer, voilà. C'est là où ça devient complexe, hein, là, on est sur des questions ouvertes, mais on peut, si c'est un nombre qui est attendu, si par exemple vous posez je dis n'importe quoi, 9 fois 3 et que vous attendez la réponse 27, effectivement, donc là, on vient choisir quel est le type de réponse qui est attendu, et on va pouvoir demander
essayer de paramétrer cette correction automatique en disant que la réponse est le nombre 27. Donc, on peut choisir et le nombre, ici 27. Et là, on peut venir ici proposer les éléments qui sont proposés. Mais ça reste compliqué à utiliser et pas toujours efficace à 100%. Donc là aussi, en termes d'évaluation, attention, mais vous avez donc ces possibilités complémentaires de paramétrage très, très fin. Donc cette possibilité donc, ici de validation de réponse ou non. De rajouter une description. Voilà, éventuellement question par question, hein, s'il y a besoin en fonction du type de formulaire que vous faites. Donc voilà, à chaque fois dans ces éléments, dans ces tableaux aussi, là, on va retrouver pareil cet élément. Là, on peut, vous voyez ici, exiger une réponse par ligne. Ça veut dire que le stagiaire, il doit au moins répondre à chaque ligne en cochant une réponse. Donc la question peut être obligatoire et on peut exiger une réponse par ligne. Et aussi, on peut limiter des possibilités plus fines en limitant à une seule réponse par colonne, même si on a mis des cases à cocher. On peut avoir un tri aussi, mélanger les réponses entre chaque question. Alors, à quoi ça sert? Ça sert en fait, par exemple, si vous avez, quand on est en formation, quand on a un questionnaire d'évaluation qui est proposé à des stagiaires qui sont réunis en même temps dans une salle, donc qui sont derrière un PC tous en même temps, vous allez pouvoir, en mélangeant les réponses, faire en sorte que l'affichage soit différent selon les postes et éviter, le cas échéant ou rendre plus compliqué les échanges entre les uns et les autres ou les regards vers les cases qui sont cochées des uns ou des autres. C'est plus un petit peu dans cette stratégie-là. Donc voilà pour ces menus d'édition des questions. Donc on a vu ces blocs que l'on crée au fur et à mesure, les différentes typologies de questions, la possibilité de dupliquer, rendre obligatoire la question, et éventuellement les possibilités de paramétrage plus fins et plus complexes pour les autorisations. Et puis, si effectivement je me rends compte que cette question, en fait, elle n'a plus lieu d'être dans mon questionnaire, vous la supprimez en cliquant sur la poubelle. Ça va? Des questions ou c'est toujours clair dans votre esprit? Pas de commentaires dans le chat, mais on va essayer de... Tout va bien. Merci. Mais voilà, impeccable. Je reprends le fil. Donc on a exploré toute cette partie-là. Donc vous voyez quand même, par contre, on a ici dans ce menu des possibilités complémentaires. Donc pour l'instant, on a cliqué que sur le bouton plus qui nous permet d'ajouter des questions. Il y a d'autres éléments. Alors je ne vais pas forcément les prendre dans l'ordre d'apparition. Je vais prendre ici. Donc on a la possibilité d'intégrer un titre et une description. En fait, c'est-à-dire qu'on va intégrer un bloc de texte entre des questions. Si par exemple ici, après ma série de questions avec mes images, je souhaite là donner des informations au stagiaire, donc je me positionne sur cette question, je choisis ajouter un titre et une description, donc qui va s'ajouter juste en dessous. Donc à chaque fois, je vous le rappelle, quand on rajoute un élément, il s'affiche en dessous de l'élément sur lequel on était positionné. Et donc là, je vais pas saisir, mais vous pouvez ajouter des éléments de texte qui vont, alors il y a plusieurs situations dans lesquelles vous pouvez être amené à faire ça, parce que vous changez de contexte, parce que vous avez besoin de donner des éléments de compréhension aux participants. Donc vous avez cette possibilité d'ajouter des informations texte. De la même manière, on peut créer une rupture en ajoutant une image. Donc on clique là aussi sur image et on retrouve tous les éléments qu'on trouvait. Alors, si c'est une pause, voilà, on met en pause le questionnaire et j'insère donc mon image en dessous de cet élément. Ça peut être ça, ou ça peut être également une vidéo. Alors ça, c'est intéressant parce que dans les blocs d'édition des questions, on ne peut pas directement intégrer une vidéo. Mais par contre, on peut intégrer une vidéo ici. Donc, je clique sur cet ajout de vidéo. Donc, pour celles qui utilisent déjà ces outils-là, on retrouve toujours la même configuration. Donc, soit je connais l'URL, c'est-à-dire l'adresse de la vidéo qui est stockée sur YouTube, soit je fais une recherche directement ici dans le moteur de recherche. Donc, si
Je reste dans ma thématique des carottes. Je cherche une recette des carottes râpées. Donc ici, je retrouve les différentes propositions. Hein. Je peux venir choisir en fait en fonction de la durée, du contenu. On peut regarder un petit peu les différentes vidéos qui sont proposées. Je vais en choisir une. Je choisis celle-ci. Recette simple, 2 minutes, très bien. Donc j'ai sélectionné, donc il y a le cadre bleu qui s'est mis autour de cette vidéo. Je clique sur sélectionner. Donc là, la vidéo s'intègre. Donc là, je vais pouvoir donner une consigne. Regardez, visionnez attentivement cette vidéo et ensuite répondez aux questions posées. J'écris trop vite, je fais des fautes attentivement. Y arriver. Donc, j'intègre ma vidéo. Donc, on bascule sur l'outil de visualisation. J'actualise. Je retrouve tous les éléments, texte ou image que j'ai pu intégrer. Et donc, vous voyez, la vidéo est intégrée ici. Et le stagiaire va pouvoir directement la voir dans le questionnaire. Et donc, une fois que j'ai ajouté ce bloc de vidéo, je peux ajouter en dessous une série de questions. Quels sont les ingrédients de la recette? Et donc, on va demander au stagiaire, là, après, libre à chacun de venir choisir dans une liste, de demander au stagiaire de rédiger par une réponse courte la liste des ingrédients ou un paragraphe, etc., d'avoir un tableau. Donc, on peut du coup associer des questions qui vont être en lien directement avec une vidéo. D'accord? Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut pas intégrer directement la vidéo dans le bloc de questions, mais on peut l'intégrer dans un bloc séparé et ensuite associer des questions qui correspondent à cette vidéo. Donc on a vu la vidéo, on a vu l'image, on a vu le texte. Alors que lorsque vous serez des utilisatrices habituées à utiliser formulaire, il y a un outil qui est super aussi, c'est celui-ci, importer des questions. En fait, quand je clique dessus, j'ai accès, vous voyez, à l'ensemble des formulaires que j'ai créés. Donc je retrouve tous mes formulaires. Donc ici, si je choisis par exemple le formulaire inscription du webinaire, que nous avions créé, je sélectionne cet élément et vous voyez, j'ai un menu à droite et je peux même venir ensuite choisir les questions que j'avais créées. Donc soit je prends l'intégralité des questions, donc je sélectionne tout et je vais pouvoir, donc il y a 7 questions, je vais pouvoir intégrer ces 7 questions directement dans mon questionnaire, soit je viens en sélectionner une ou plusieurs. Donc si je choisis les 3 dernières, ici alors je vais me positionner en dernier. Donc, pour venir associer ces questions tout en dessous, j'ai choisi ces 3 questions dans mon formulaire, je clique sur importer, et hop, je les retrouve tout de suite en bas. Et elles sont de suite disponibles pour le stagiaire en ligne également. Donc ça, c'est intéressant parce que, je vous disais, donc soit on peut créer des modèles, soit on peut après dupliquer entièrement des formulaires, ou on peut aller directement par cet outil sélectionner un formulaire entier qu'on a déjà créé ou certaines questions d'un formulaire, donc on n'a pas sans cesse à recommencer les mêmes manipulations. Donc ça, c'est un outil qui est assez précieux. Et enfin, le dernier outil que nous avons dans cet élément, c'est ici, section. Alors, vous avez vu que là, ici, j'ai commencé à créer pas mal d'éléments depuis le haut de mon formulaire. Donc là, on se retrouve quand on crée des formulaires assez longs, à devoir dérouler le fil d'une même page assez longuement. Donc, quand on fait des questionnaires de ce type, on peut utiliser des sections en fait, pour venir un petit peu diviser, aménager l'apparition à l'écran du formulaire pour les participants. Si je reviens dans mon mode édition, j'ai ici
ma première question, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Donc ici, par exemple, je vais, après la quatrième question qui concerne les pays, je vais décider d'intégrer une section. J'ajoute une section. Voilà. Donc vous voyez que ça crée une fracture, une séparation dans mon questionnaire. Donc cette section, je peux lui donner un titre. Alors justement, là, on va l'utiliser. On peut l'utiliser soit, je disais, quand on a des questionnaires trop longs pour séparer, structurer en plusieurs parties pour que ce soit plus digeste pour les participants, ou parce que c'est lié à une thématique. Donc on pourrait admettre que j'ai eu une thématique ici sur les premières questions sur la géographie, et je vais avoir une deuxième question qui va correspondre à la cuisine. Donc, je donne un titre et une description éventuellement. Et que se passe-t-il du coup sur mon aperçu en ligne pour le stagiaire? Qu'est-ce que ça fait? Donc ici, hein, je n'ai pas pris en compte les modifications. Tout s'affiche sur une même page. Si je rafraîchis maintenant, vous voyez que ça a séparé en une première page où j'ai mon nom, prénom et les questions de géographie. Donc je vais répondre aux questions obligatoires. Ah, j'ai mis un nombre, donc j'ai le modifier, pardon. Là, je mets mon prénom, je choisis, et suivant, je pense à la page suivante. Donc j'ai ma thématique cuisine, et je vais retrouver les différentes questions. Donc ça permet de créer différents blocs, différentes étapes, et on peut donc soit séparer parce qu'on a un questionnaire très long, soit créer des thématiques, parce qu'on a des thématiques différentes, soit, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si on utilise ici les réponses dans les questions à choix multiples, je vous ai dit dans les paramètres avancés, ici je peux accéder à une section en fonction de la réponse. Donc vous comprenez que par exemple, si ici la personne, alors les trucs n'ont pas de lien entre eux, mais ce que je vous disais tout à l'heure, si on veut renvoyer vers une autre section, donc si la personne n'a pas trouvé les bonnes réponses, donc si la réponse attendue était Chili et qu'elle a répondu Burkina Faso, ici, en fonction de la réponse, je vais pouvoir donc, vous voyez, j'ai activé, donc je peux, si la personne répond Vietnam, il passe à la section suivante, donc à la section 2, ou je le renvoie vers la page 1, je le renvoie vers la page 2, ou je le renvoie vers tous les autres éléments. Je peux le renvoyer vers tous les autres éléments aussi. J'aurai ce menu déroulant qui apparaît, toutes les sections que j'ai créées. Donc on peut là du coup, ce que je vous disais, créer des choses très, très alambiquées, très scénarisées en renvoyant avec ce jeu de sections vers différents éléments. Donc même chose, hein, vous le verrez en pratiquant, hein, on peut modifier ces sections, les dupliquer, les déplacer. Et si vous vous rendez compte que votre séparation, là, la séparation que j'ai faite entre la géographie et la cuisine n'était pas pertinente, et ben je peux décider de supprimer cette section ou de fusionner avec l'élément supérieur. Donc si je veux que les deux, la partie carotte et la partie Vietnam se retrouvent maintenant à nouveau sur la même page, je clique sur fusionner, donc ça va le fusionner avec celui-ci, ou supprimer la section. Là, comme on est au même endroit, ça va avoir la même conséquence, de manière à, voilà, ne plus retrouver donc cette segmentation que j'avais. Si je rafraîchis à nouveau, elle a disparu et je retrouve toutes mes questions au fur et à mesure. Alors, c'est pas forcément. Oui. Non, vas-y, fini. Non, je disais, c'est pas, voilà, c'est peut-être un peu pas forcément clair à appréhender cette notion-là, ce que ça. C'est-à-dire qu'il faut juste préciser également que lorsque vous créez des sections, elles ne seront pas forcément visibles si on ne renvoie pas dessus par une question. Il faut pratiquer, alors là, vous avez parfaitement raison. Effectivement, il faut pratiquer. Et puis, donc, on vous renvoie hein, pour vous aider dans cette pratique vers la page de tuto hein, qui reprennent toutes ces présentations, toutes ces fonctionnalités de manière détaillée. Donc voilà pour ce panorama complet des outils d'édition. Des questions. Alors, là aussi, type d'information. Donc dans les icônes là, qui sont en haut de l'écran, on a un petit outil quand même qui permet de personnaliser un petit peu le thème. Donc c'est pas c'est pas exceptionnel, enfin il n'y a pas énormément de possibilités, mais vous avez quand même la possibilité en cliquant ici
de modifier la couleur. Hein, si vous, voilà, ce mauve qui s'est créé ne vous satisfait pas, vous préférez avoir des couleurs plus chaleureuses, donc on peut aller choisir un petit peu. Ça va modifier à chaque fois les traits sur les sélections des questions et la couleur de fond. Vous pouvez modifier la police. Alors, vous voyez, on n'en a pas beaucoup, hein, mais il y en a 4. Donc, vous pouvez, si vous choisissez, préférez avoir une écriture plus cursive ou plus script, vous pouvez modifier ça. Et vous pouvez aussi modifier l'entête en intégrant une image. Donc, soit effectivement, donc là, on a une banque d'images déjà préexistante. Donc, en fonction, vous pouvez choisir travail, école, si vous voulez mettre un livre ou quoi que ce soit, un piano. Donc, vous sélectionnez l'une ou l'autre. On peut aller se balader dans tous ces menus pour en sélectionner l'une ou l'autre. Je vais prendre voilà, le livre. Je sélectionne, on l'insère. Et donc, vous voyez, voilà, on a cette en-tête qui apparaît. Du coup, pour nos stagiaires, vous aurez une modification du fond. Je n'ai pas rafraîchi. Voilà, je retrouve ici mon image. Et on aurait pu, mais comme on l'a fait pour le questionnaire sur lequel vous êtes inscrit, intégrer un logo. Alors là, je peux supprimer cette image. Et quand je choisis, donc soit on choisit dans cette banque d'images qui sont directement intégrées, soit on peut aller importer un élément qui est dans votre disque dur. Donc si je vais chercher, moi, dans mes images, je vais retrouver, par exemple, je dois avoir mes logos quelque part ici, voilà. Le logo tout frais, tout nouveau de l'Académie de Bordeaux. Et je l'intègre directement. Alors après, quand on intègre des images, effectivement, en fonction de la taille de l'image, on va pas toujours tomber bien. Donc on a quelques outils là pour rogner. Là, l'image est un peu trop grande pour que je l'intègre complètement. Donc il faudrait que je choisisse une image de plus basse résolution. Mais si je veux simplement prendre le drapeau, je vais venir ici un petit peu ajuster, voilà, autour du drapeau. OK. Et voilà, là j'intègre le drapeau. Plus la résolution n'est pas terrible. Donc soit vous pouvez piocher dans la banque d'images, soit vous pouvez personnaliser avec des images personnelles, mais là ça nécessite voilà, quelques manipulations et un choix du fichier de départ qui soit adapté à l'affichage. On n'a pas toujours des bons résultats en fonction du choix du fichier qu'on peut faire. Donc voilà, sachez que vous avez... Les images d'en-tête dans G Suite, dans le Drive ou dans Forms ou ce que vous voulez, de laisser bien du blanc autour. C'est-à-dire, vous mettez votre image au centre et vous laissez du blanc autour, à peu près moitié-moitié, moitié pour l'image, moitié pour le blanc. Et ainsi, vous allez pouvoir effectivement rogner dessus. Donc voilà, pour ces options de thème qui sont rapides. Donc je vais essayer d'accélérer un peu le mouvement. Alors on a commencé en retard. Je ne sais pas si vous avez si vous pouvez dépasser les 10h30 qu'on avait prévu, parce qu'on a commencé un peu en retard, ou si vous devez arrêter à 10h30 précisément, toutes les trois. Moi, je peux dépasser. Moi aussi. Moi aussi. Bon, parfait. Donc on prend notre temps, là, on déroule tranquillement. Moi aussi. Donc j'en étais le thème, ça y est, c'est fait. Et alors, avant de basculer sur les outils réponses, on va voir un petit peu ces différents paramètres. Donc là, on a créé notre questionnaire hein, au fur et à mesure. Ensuite, avant de passer à l'envoi ou la mise à disposition, on va voir ici, on a une petite roue dentée qui est importante, qui correspond aux paramètres que l'on va associer à ce formulaire. Donc si je clique sur cette roue dentée, donc j'ai accès à 3 menus. Donc on voit ici, on est dans le menu général. Alors la première chose importante, c'est que par défaut, systématiquement, cette case ici sera cochée. Donc je vous ai dit tout à l'heure que nos comptes, que ce soit Greta CF Aquitaine, que ce soit pour vous dafpicbordeaux.com ou pour nous se former en ligne, etc., CAFOC Bordeaux, tout ce qu'on peut avoir, en fait, ils sont associés à un domaine. Donc par défaut, le questionnaire, cette case est cochée, ça veut dire que l'accès n'est possible qu'à des utilisateurs de ce domaine. Donc pour Alexandra, si vous créez un formulaire depuis votre compte gretacfaquitaine.fr
et que vous voulez que vous souhaitez que ce formulaire soit accessible à des stagiaires qui eux, ont un compte sur le domaine greta-cfa-aquitaine.academy. Il faut décocher cette case, parce que sinon, les stagiaires ne pourront pas accéder au questionnaire. Donc, de la même manière, si on veut envoyer ce questionnaire à quelqu'un qui n'a pas de compte Google, qui ne fait pas partie de notre organisation, etc., on décoche cette case. Donc ça, c'est important. Soit elle est cochée par défaut, je vous le rappelle, donc il faut penser à le faire. Si vous souhaitez, si c'est des gens de votre organisation, donc soit du domaine d'AFPIC, soit du domaine greta-cfa-aquitaine.fr, vous pouvez laisser cette case cochée. Si vous devez le mettre à disposition d'autres personnes, il faut décocher cette case. Jean-Louis, j'ai une question. Oui. Est-ce que l'adresse admin fait partie de cet espace numérique? Oui. Ok, merci. Donc là aussi, si tu crées un questionnaire depuis l'adresse ANIMP, si tu décoches pas cette case, ça veut dire qu'il sera accessible qu'aux gens qui ont une adresse à la DAFIG, en fait. D'accord? Donc, si c'est pour envoyer à des personnes du Greta CFA, par exemple, si vous êtes parfois vous faites des enquêtes auprès des formateurs du Greta CFA ou des agences du Greta CFA, il faut penser à décocher cette case qui ne correspond pas au domaine Greta CFA. D'accord? Ok. Ensuite, on peut limiter à une réponse le questionnaire, c'est-à-dire qu'en cochant cette case, une personne ne pourra répondre qu'une seule fois à ce questionnaire. Alors, comment il sait que la personne ne répond qu'une seule fois? Là aussi, ça implique que, vous voyez, c'est indiqué en dessous, les personnes qui vont répondre doivent se connecter à leur compte Google. Parce qu'en fait, en étant connecté au compte Google, il va identifier la personne à qui appartient ce compte, donc avec votre adresse d'AFPIC, votre adresse Greta CFA ou l'adresse des stagiaires à se rendre en ligne. Ils sont connectés, il enregistre, lui, le compte qui a participé à la réponse, qui a répondu au questionnaire, et ensuite, il bloque l'accès pour ce compte. Donc, si vous cochez cette case, effectivement, on peut limiter à une réponse, mais ça implique forcément que les personnes qui répondent aient un compte à minima Google, et a fortiori, si on l'utilise dans les activités qui nous concernent, un compte Greta CFA ou .fr, .academy ou d'AFPIC Bordeaux ou greta-aquitaine.fr pour la partie d'AFPIC. On peut laisser la possibilité aux répondants de modifier leur réponse une fois qu'ils ont envoyé, si vous activez cette case, ils peuvent revenir sur le questionnaire et remodifier des éléments, à voir si ça peut avoir du sens ou pas. Vous pouvez leur donner accès à la consultation des graphiques récapitulatifs, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les personnes répondent, on verra ensuite, il y a des statistiques, entre guillemets, qui sont proposées. Donc, si par exemple, la première question, si on a une série de vrais-faux, je ne sais pas, une fois qu'ils ont donné leur réponse, ils peuvent voir en résumé statistique sur 20 apprenants à la première question, il y en a 10, donc 50% qui ont répondu vrai, 50% qui ont répondu faux. Donc, ça permet de donner accès à des statistiques globales à la personne qui répond. Ça permet, si on fait ça en termes de pédagogie, avec un stagiaire va avoir aussi, s'il y a une correction automatique, un score. Et si on lui donne accès aux statistiques globales, ça lui permet de se situer par rapport à l'ensemble d'un groupe qui a répondu, savoir s'il est dans ceux qui ont répondu le mieux ou dans ceux qui ont répondu le moins bien éventuellement. Donc voilà cette possibilité. Et on retrouve là, comme on avait activé une possibilité d'insert de fichiers, la taille maximum des fichiers qu'on va proposer. Et la possibilité aussi de collecter les adresses mail. Donc si on coche cette case, effectivement, l'outil va directement aller reconnaître et identifier si des personnes sont connectées avec un compte Google et récupérer l'adresse mail de ce compte Google. Donc ça, voilà pour les paramètres généraux, mais le plus important pour vous dans un premier temps, c'est il y a une case, cette case qui est cochée par défaut, qu'il faut décocher si vous souhaitez mettre à disposition ce questionnaire pour des personnes qui ne sont pas dans la même organisation que vous. Et ici, dans les outils de présentation, on a la possibilité d'afficher une barre de progression. Donc ça permet d'avoir un repère visuel pour les stagiaires si on a un questionnaire très long, de savoir au fur et à mesure, ils voient leur progression dans ces petites barres où on voit progresser la couleur jusqu'à atteindre la totalité, les 100%.
trier les questions en mode obligatoire, c'est-à-dire qu'il va pouvoir mélanger toutes les questions. Alors là aussi, attention, si vous avez créé des sections, du coup, et que ces sections, vous les utilisez avec un ordre logique, ne cochez pas cette case parce qu'il va venir tout mélanger dans votre questionnaire et cette scénarisation et cet ordre logique n'aura plus de sens. De la même manière, si vous avez des questions parfois qui s'enchaînent, la question 7 est liée, les questions 7 et 8 sont liées à la vidéo. Par exemple, tout à l'heure, on avait intégré une vidéo. Si les questions 7, 8, 9 sont liées à la vidéo, si vous mélangez les questions, on va se retrouver après la vidéo avec les questions 1, 12 et 24 qui n'auront plus forcément de sens. Donc, on a la possibilité de mélanger à chaque fois que quelqu'un ouvre le questionnaire toutes les questions, mais attention, en fonction de la façon dont vous avez constitué votre questionnaire, à ne pas l'utiliser si ça peut le mettre en difficulté. Et enfin, ici, donc je vais l'activer. La dernière possibilité, c'est de transformer, alors dans le vocabulaire de l'outil, c'est de transformer ce formulaire en questionnaire. Le transformer en questionnaire, ça signifie qu'en fait, on va pouvoir, ici, quand je coche ce bouton, en fait, c'est ce qui va nous donner la possibilité de créer une correction automatique. Donc, on va voir ça dans un second temps. Donc là, j'ai activé cette case pour créer une conversion automatique. J'ai quelques paramètres. Hein. Donc, on va pouvoir en fait créer un barème pour chaque question, une note quand on s'en sert en évaluation. Donc, soit on donne sa note au participant directement une fois qu'il a cliqué sur le bouton envoyer, il a directement son score de réussite, soit on l'envoie un peu plus tard. Et aussi, on peut lui permettre de voir les questions incorrectes, enfin, les bonnes et mauvaises réponses qu'il a avec des symboles de couleur, hein, vert, rouge. Vert, c'était la réponse attendue, la bonne réponse. Rouge, la mauvaise réponse. Donc, ça lui donne un regard sur les champs sur lesquels il a réussi ou pas réussi. Donc, je laisse tous ces éléments cochés, hein, qu'on peut décocher. J'enregistre. Là, pareil, hein, quand on modifie dans les paramètres quelque chose, il faut penser à je décoche, j'enregistre. Donc, voici pour la partie paramètres. Donc, ensuite, on verra la partie correction automatique et comment on récupère les réponses. Et donc, juste pour terminer cette phase de construction du questionnaire. Donc, maintenant, comment mettons à disposition ce questionnaire? Alors, attention, j'insiste, hein, il y a un seul et unique accès pour mettre à disposition le formulaire, c'est ce bouton ici, envoyer, en haut à droite. On verra que ici, dans ce menu, il y a des faux amis. Donc, c'est dans les fonctionnalités avancées. Alors, ne passez pas par ici. Vous ne vous focalisez que sur ce bouton envoyer. D'accord? C'est uniquement par là que vous allez avoir la possibilité de transmettre ce formulaire au stagiaire. Je clique sur envoyer. Et donc là, on a 3 possibilités. Soit un envoi par mail, soit on envoie le lien qui permet d'accéder au questionnaire, soit on a accès à un code d'intégration. Alors le code d'intégration, on va pas forcément s'attarder dessus, mais ça permet de pouvoir récupérer en fait cette fenêtre-là, cet affichage en ligne. Je peux le récupérer et je peux intégrer ça dans un cadre, dans un site internet, dans une page d'un blog, dans l'outil Classroom, dans une plateforme. Ça nous permet voilà, de pouvoir venir mettre un cadre avec le questionnaire qui déroule à l'intérieur. C'est peut-être pas l'objet pour nous aujourd'hui, mais sachez que ça existe. Ce qui va nous intéresser, c'est donc soit l'envoi par mail directement, soit l'envoi par lien. Donc, je prends le lien d'abord. Donc, ici, je me positionne sur le lien. Donc, vous voyez qu'on a un lien. Ben, en fait, c'est ce qu'on retrouve là-haut, hein, qui correspond à ce questionnaire qui est très, très long. Donc, je peux ici raccourcir l'URL de manière à avoir un lien qui est un plus petit. Je copie cet élément. Et puis, bah, écoutez, c'est ce que je vais utiliser pour l'envoyer par mail à une personne. Nous, on a mis le lien, vous avez vu l'autre jour, dans le document d'inscription aux différents webinaires. On avait mis le lien cliquable pour accéder à ce formulaire. Donc, voilà ce lien que vous allez pouvoir réinvestir et réutiliser directement en le copiant dans un élément. On peut, alors si je ne suis pas sûr qu'on soit utilisateur, alors si au Greta, vous avez sûrement des pages Facebook dédiées à la page Facebook du Greta et à la page Facebook de vos formations. Donc, vous pouvez directement les partager via Facebook ou via vos comptes Facebook. Et après, alors, ce qui est intéressant, c'est l'envoi directement par formulaire. Donc, je peux ici saisir des adresses mail de stagiaires. Donc là, moi, j'ai mon moteur, mon annuaire d'adresse mail directement. Donc, je vais choisir celle-ci que je me suis créée sur le domaine des stagiaires. Donc, je peux envoyer ce formulaire
à Jean-Louis Centenot se former en ligne.com. Donc, je peux modifier le titre. Je peux mettre un message personnalisé. Hein, donc, je vous invite à remplir ce formulaire. Merci de remplir ce formulaire. Patati patata. Et donc, on peut l'envoyer. Et on peut l'envoyer en plus en l'incluant dans le mail. Alors là, il ne va pas le prendre parce que j'ai dû cocher dans les paramètres des adresses mail ou pas. Et donc, on envoie. Et alors, je vais basculer directement sur l'adresse mail. Je vais vous mettre, je l'ai ouvert dans un autre onglet. Voilà. Je la bascule ici. Donc, j'ai ouvert la boîte mail de Jean-Louis Centenot se former en ligne. Donc, je viens de recevoir ici cette invitation à remplir le formulaire. Je peux donc cliquer et accéder au formulaire et directement donc venir le remplir. Alors, ce qui est intéressant avec cette possibilité, je reviens sur l'outil d'édition du questionnaire. Ici, ce qui est intéressant, voilà, je vous le montrerai quand on aura les réponses, c'est qu'on va pouvoir, si vous avez utilisé cet envoi, ensuite, je vais pouvoir comment dire, faire des relances automatisées. Si j'ai ici envoyé ça à une cohorte de stagiaires, je vais vous montrer un exemple directement. Je vais aller chercher un formulaire que j'ai déjà créé. Sur mon compte. Voilà, celui-ci, je pense qu'il est bon. Donc là, j'ouvre un questionnaire que j'ai utilisé avec des stagiaires. Ça nous fait faire la transition en douceur avec la partie suivi des réponses. Là, vous voyez que je retrouve là mon onglet des questions. Et ici, à côté, dans l'onglet réponses, je vous ai dit que c'est ici l'accès par lequel on accède, enfin le chemin par lequel on accéderait aux réponses des participants. Donc, je vois ici que on a un compteur qui est associé. Donc, au fur et à mesure des personnes répondent, je vois les réponses aux questions. Donc, j'ai mes 19 réponses. Et ici, en fait, vous voyez, quand on a utilisé l'invitation par mail qu'on a fait tout à l'heure, j'ai ici la liste des personnes à qui je l'ai envoyé. J'ai 2 blocs séparés, ceux qui ont répondu et ceux qui n'ont pas répondu. Et vous voyez qu'ici, donc, je peux envoyer un rappel par email à toutes les personnes qui n'ont pas répondu. Donc, effectivement, quand on fait c'est un outil assez intéressant quand on fait des suivis de questionnaires et qu'on a besoin de récupérer les informations. Donc, ici, j'ai 9 personnes qui n'ont pas répondu. Je peux cliquer sur envoyer un rappel. Je retrouve directement toutes mes adresses qui sont intégrées. Et je peux là leur rappeler, merci de bien vouloir, je vous avais déjà adressé ce questionnaire, merci de bien vouloir y répondre le plus vite possible, etc. etc. Donc cet outil d'envoi par mail, il est important si vous voulez pouvoir faire des relances effectivement directement, sans passer par votre boîte mail. Quand on envoie le lien par mail, mais en fait, si vous voulez savoir qui a répondu, vous allez ouvrir, renvoyer un mail en ressaisissant les adresses mail des personnes qui n'ont pas répondu. Là, tout ça est un petit peu facilité et vous permet d'avoir en plus de souplesse dans la gestion des personnes qui n'ont pas répondu. Donc, par ce bouton envoyer, l'envoi par mail directement. Et donc, ensuite, ça nous donne accès dans l'outil d'édition des réponses à la possibilité de rappel et de renvoi. Donc, voilà les trois principales, les trois possibilités d'utilisation. Le lien, le code d'intégration, qui est un petit peu spécifique, le lien, et l'envoi par mail nominativement. Et tout ça, je le répète, j'insiste, vous ne le trouvez, vous ne passez que par ce bouton envoyer. D'accord? Ok. Donc, les réponses. Et je vous disais effectivement, si on veut faire le suivi des réponses, il faut passer dans cet onglet réponses. Donc ici, pour l'instant, je n'en ai aucune, puisque personne n'a répondu. Mon compteur est vierge. Donc si on fait rapidement le test avec Jean-Louis Centenot, à qui j'ai envoyé ce questionnaire, alors tout à l'heure, voilà, peu importe, comme j'ai fait, on a exploré diverses possibilités. Je vais répondre à tout ce qui est obligatoire. Là, c'est pas obligatoire, je vais passer vite. C'est pas obligatoire, je passe vite. Voilà. Ici, c'est obligatoire, donc je choisis une date.
23. OK. Et je clique sur envoyer. J'ai répondu à mon questionnaire. Ah, ici, c'était obligatoire. Et j'envoie. Ça y est, ma réponse a bien été enregistrée. Donc, vous voyez que j'ai une possibilité d'afficher la note. Alors, tout à l'heure, j'ai créé l'option questionnaire pour le transformer en questionnaire. On n'a pas encore paramétré la correction automatique, mais effectivement, le stagiaire, par ce bouton, peut afficher sa correction automatique et sa note une fois qu'il a rempli. Je ferme cet outil et vous voyez maintenant qu'ici, j'ai mes questions et à côté des réponses, j'ai le compteur qui a commencé à se créditer. Donc, j'ai une réponse. Donc, pour voir ici les questions-réponses. Donc, je vais revenir sur l'autre formulaire que j'ai créé là, que ce sera un petit peu plus explicite pour vous. Donc ici, dans mon menu d'accès aux réponses, on voit que j'ai 19 réponses. Donc là, on a 4 principales entrées, on va dire. Une entrée résumée. Alors résumé, ça veut dire que ça va nous donner un résumé statistique réponse par réponse. Donc si je suis sur cet onglet résumé, donc là j'ai les personnes qui ont répondu. Là on a les noms et prénoms, c'est pas très important, mais voilà. Par exemple ici, sur cette question, j'ai la répartition en pourcentage. Sur les 19 réponses, il y en a 36%, donc soit 7 réponses qui ont répondu cet item. J'en ai 15% qui ont répondu cet item, 26%. Donc ça vous permet, c'est lui automatiquement qui va faire en fonction du type de question que vous avez proposé, un camembert, un histogramme, si c'est des réponses texte, vous affichez toutes les réponses texte, etc. Donc vous avez des statistiques globales pour tous les participants aux réponses. Donc ça, c'est la première entrée. On peut naviguer ensuite, ici, dans la deuxième entrée, question par question. Donc ici, dans ce questionnaire, j'ai 13 questions. Donc là, la réponse 1, c'est le nom, prénom, ça ne m'intéresse pas forcément. Je veux ici, j'avais demandé de donner un synonyme. Si je veux voir tous les synonymes qui ont été proposés, je retrouve ici tous les synonymes qui ont été proposés. Et ici, une réponse, j'ai le nom de la personne qui est à l'origine de cette réponse. Donc je peux naviguer ici, si je veux avoir accès qu'à une seule réponse, je navigue entre toutes les questions et je vais choisir ici, j'ai 4 personnes qui ont répondu Philippe Carré, je clique et je retrouve les 4 personnes qui ont répondu. Donc on peut aller exploiter un peu plus finement les éléments. Donc soit des statistiques globales dans le résumé, soit des éléments d'appréciation question par question. Et enfin, on a un accès individuel. Donc là, en fait, je vais avoir accès au questionnaire de chaque personne. Donc ici, je retrouve les 19 personnes qui ont répondu. Et si je prends le questionnaire d'une personne en particulier, je vais pouvoir ici voir ses réponses. Et si j'ai associé une correction automatique, j'aurai son score, les notes, etc., etc. Donc soit une entrée résumée, soit une entrée question par question, soit une entrée individuelle, les réponses de chaque personne. Alors ça, c'est intéressant. Vous avez la possibilité, donc tout s'enregistre en ligne avec le formulaire, tout est archivé dans votre Drive, toutes ces réponses, et vous avez la possibilité d'imprimer, si vous le souhaitez, soit le formulaire vide, soit pour avoir une sauvegarde papier éventuellement quand on est en formation, si on a peur de ne pas avoir de réseau, on peut faire une sauvegarde papier à distribuer, éventuellement à photocopier à distribuer, soit vous pouvez avoir un export, vous pouvez faire une impression PDF des réponses pour les archiver dans des documents, dans des classeurs ou des dossiers spécifiques des stagiaires. Et enfin, on a un bouton ici qui permet d'associer un tableur à ce questionnaire. Donc, si je clique sur ce bouton, alors la première fois, il va demander confirmez-vous la création de ce tableur, donc oui, et il va vous permettre d'avoir accès à un tableur qui reprend tous les éléments, colonne par colonne, ce sont vos questions, que l'on trouve ligne par ligne, on retrouve les différentes personnes qui ont répondu avec leurs réponses. On a un élément complémentaire qui est la date et l'heure à laquelle ils ont répondu. Donc ça, en termes de traçabilité au niveau formation à distance et pédagogique, c'est un élément important qu'on vient avoir en complément des réponses apportées. Et puis ça vous permet surtout, si vous faites en fait des questionnaires, des enquêtes de satisfaction, des études, je ne sais quoi, ça vous permet, quand vous avez beaucoup de données,
de pouvoir utiliser ça en mode tableur et de pouvoir créer des filtres, appliquer des formules et faire une exploitation de toutes ces données plus précise qu'au travers simplement du retour et de l'observation qu'on en a dans les réponses au formulaire. Donc voilà pour les 4 possibilités dans la partie réponse. Donc on a ce compteur qui se crédite au fur et à mesure qu'il y a des personnes qui répondent, un accès au résumé de l'ensemble des réponses, enfin des questionnaires, un accès aux statistiques question par question, un accès au questionnaire individuel de chaque personne et un accès à un tableur qui permet donc de faire une exploitation plus précise et plus complète de ces éléments. Et enfin, dans cette partie question, un autre élément important, c'est ce bouton ici qui permet de suspendre ou de mettre fin à la mise à disposition du questionnaire. Donc là, il est actif, ce questionnaire, donc toutes les personnes à qui vous avez envoyé le lien ou toutes les personnes qui ont le lien ou si le questionnaire a été intégré dans un élément, tant que ce bouton est actif, le questionnaire est accessible. Si vous cliquez sur désactiver, plus personne n'a accès à ce document et plus personne ne peut venir le renseigner. Vous pouvez figer et mettre un terme à l'acceptation des réponses à ce questionnaire. Alors là, on est allé un peu vite. Est-ce qu'il y a des questions là par rapport à l'exploitation, l'envoi, l'exploitation des réponses, ou est-ce que ça vous a semblé aussi clair pour cette partie? Alors, aucune question dans le chat. Allez-y, Karine. Non, je disais, c'était très clair. Bon. Écoutez, voilà, pour moi, c'était les points fondamentaux sur lesquels je voulais vous faire cette première intervention, présentation. Donc là aussi, on vous renvoie vers les tutos. Hein. Donc là, il faut pratiquer, comme le dit Alexandra, dans un premier temps, et se remettre en tête un petit peu toutes ces manipulations. Il y a encore quelques fonctionnalités plus avancées, quelques paramètres plus avancés qu'on vous laissera découvrir dans les tutos, ou si vous êtes bloqué, on vous laisse la possibilité de nous solliciter directement. Karine et Emmanuel, vous avez en temps normal sous la main assez facilement, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des difficultés pour mettre ça en place. Et puis Alexandra, hein, pareil, de la même manière, n'hésitez pas à utiliser l'adresse rdafpic@AC Bordeaux. Vous avez un blocage, on convient d'un temps d'échange au téléphone ou en visio pour vous accompagner et vous débloquer sur ces éléments. Et donc, dans le chat, vous avez l'adresse qui vous renvoie, je vais partager 2 secondes cet écran pour vous montrer ceci. Cette adresse vous envoie ici, donc sur le site de la DAFLIC, sur le pôle R&D. Vous avez l'ensemble des modules de G Suite Éducation. Bien entendu, on vous conseille d'utiliser Chrome, hein, parce que Chrome, c'est Google, et donc c'est totalement compatible avec G Suite. Si vous souhaitez nous contacter, c'est ici, mais ce n'est pas l'important. Voilà, vous avez ici tout simplement toutes les ressources concernant le Drive, mais également Meet, mais également Google Forms ici. Et vous avez absolument, pour chaque thématique, une capsule. Je l'ai montré tout à l'heure, mais vous avez l'adresse dans le chat. À chaque fois que vous vous posez une question, par exemple, comment créer le formulaire, comment paramétrer, comment créer les paramètres de base, etc. Donc, comme Elias vient de le faire, merci de noter à nouveau dans le chat, d'indiquer à nouveau dans le chat votre présence en fin de webinaire. Et on va attendre que vous ayez fini de saisir présent dans le chat avec votre nom et prénom, de manière à arrêter l'enregistrement pour qu'on ait bien cette trace dans le chat associé à l'enregistrement. Il manque Emmanuel, s'il te plaît. Tu as vu où était le bouton de chat, Emmanuel? Il est en haut à droite. Oui, c'est bon, parfait. On vous rappelle également que la meilleure pratique, le meilleur apprentissage, c'est la pratique. Donc, pratiquez. Et si vous avez un problème, revenez vers nous. Le pôle R&D vous remercie.